En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes aujourd'hui à Cognac pour cette émission de l'été, puisque nous sommes le 21 juin lorsque nous enregistrons pour En direct de chez vous. Et pourquoi sommes-nous à Cognac ? Eh bien, pour parler de Bourg-Charentes. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, parce que le château royal de Cognac, eh bien, participe à ce son et lumière. Je ne sais pas si on dit exactement son et lumière, mais j'ai à côté de moi Monsieur Jérôme Sourisseau, qui est à la fois le maire de Bourg-Charentes, le président du Grand Cognac et le président de l'association Histoire et Culture à Bourg-Charentes, qui a écrit le texte, je crois, en 2015, le premier spectacle 2016. Il y a eu le Covid, et puis c'est reparti depuis de plus belle l'année dernière, et ça continue cette année, et on va savoir pourquoi nous sommes aujourd'hui au château de Cognac. Monsieur Jérôme Sourisseau, bonjour. Bonjour, merci. Alors, on est au château de Cognac, c'est un clin d'œil, d'abord parce que c'est un partenaire financier, un sponsor de notre spectacle, et c'est important de rappeler que dans l'organisation du Son et Lumière, si on n'avait pas tous ces sponsors qui nous soutiennent, on ne pourrait pas avoir des places accessibles au plus grand nombre, donc vraiment c'est l'occasion de les remercier, sans eux ça n'existerait pas. Et puis dans les caractéristiques de notre spectacle, depuis l'année dernière, nous mélangeons réel et virtuel, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui se passent bien sûr avec tous les figurants devant le public, en pleine immersion, et nous avons des scènes qui passent sur un grand écran où nous passons dans un esprit, quelque chose de plus virtuel. Et donc dans les nouveaux films que nous avons tournés, alors on dit des mini-films puisque ce sont des séquences de 30 secondes à 1 minute 30 maximum, nous avons tourné la reconstitution historique de la rencontre entre Catherine de Médicis et le futur Henri IV au château de Saint-Brice, qui s'est déroulé au château de Saint-Brice. Donc nous avons reconstitué la cour, l'arrivée du roi, voilà. Et puis ensuite, il y a eu une âpre négociation pour sortir de cette guerre de religion, de ces guerres de religion d'ailleurs. Et comme on ne pouvait pas rentrer dans le château de Saint-Brice, il fallait trouver un intérieur de château qui correspondait le mieux à cette époque. Et donc j'ai sollicité le château de Cognac parce que je savais qu'à l'intérieur, il y a des salles qui pouvaient correspondre parfaitement à cette reconstitution de la fin du XVIe, début XVIIe siècle. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui en clin d'œil au château de Cognac. Bon alors, Karine, qui est guide ici, va nous guider, et on l'interviewera en fonction des endroits où nous nous trouvons. C'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant, avant qu'on poursuive. Où nous trouvons-nous, Karine, vous qui êtes guide ici? Alors, donnez-moi le nom exact de la maison. Alors, nous sommes au château royal de Cognac, qui est la maison des Cognac Baron Otard et Ducé. Et nous sommes actuellement dans la cour Louise de Savoie. Très bien. Et on va aller où? Parce qu'on va terminer dans des salles sans doute similaires ou celles du tournage dont vient de parler Jérôme Sourisseau. Alors nous allons maintenant nous diriger vers la cour d'honneur et puis nous rentrerons dans la salle au casque, qui est la salle la plus ancienne du château. Très bien. Écoutez, moi, ça augure des choses très sympas. Ce que je voudrais rappeler, c'est un peu pour ceux qui nous découvrent ou qui écoutent aujourd'hui, rappeler que ce Son et Lumière a lieu les 13, 14 et 15 juillet 2023. C'est une idée qui a germé dans votre tête. C'est vous, Jérôme Sourisseau, qui avez écrit le texte et vous l'avez proposé, je crois, en 2015 et le premier spectacle, c'était en 2016. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on va voir avec les invités qui sont là, qui sont tous des acteurs ou des membres ou techniciens du spectacle, l'engagement des bénévoles. Et vous en êtes un, puisque c'est vous qui avez lancé la machine. D'abord, pourquoi et comment? Le pourquoi, en fait, c'est un petit concours de circonstances. Il se trouve que pendant longtemps, sur la commune de Bourg-Charentes, il y a eu une cavalcade sur l'eau et beaucoup de bénévoles travaillaient sur des chars et certains avaient une certaine nostalgie de ce côté un petit peu spectacle. Parallèlement, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire de la commune de Bourg-Charentes. Et donc, j'ai un ami à l'époque, malheureusement disparu depuis cette année, qui me tannait depuis des années en me disant « Tu devrais écrire un spectacle au pied du château de Bourg-Charentes, ça serait intéressant, on pourrait faire un petit Puy du Fou, quelque chose comme ça. » Bon, puis je n'ai jamais pris le temps. Et un jour, devant faire un très grand trajet en train, j'ai emmené un petit peu mes notes et je me suis mis à écrire. Et j'ai réuni un premier noyau dont les bénévoles sont aujourd'hui là. Ils étaient là dès le début, dès la première heure. Et puis on a mis un courrier dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Bourg-Charentes en disant voilà, on a envie de créer un spectacle, est-ce que ça vous intéresse? Et à la première réunion, il y avait 80 personnes prêtes à s'engager. Donc on a dit c'est parti. Et puis ce spectacle a évolué de site, a évolué de contenu, s'est densifié, s'est professionnalisé et s'est étoffé puisque cette année, on sera un peu plus de 180 bénévoles dans le spectacle. Alors de 80, vous en avez 100 de plus.
Et exactement. Alors, au gré des années, effectivement, certains arrêtent parce que voilà, d'autres viennent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympathique à faire pour les familles parce que on a beaucoup de gens où toute la famille y est, c'est-à-dire les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et on passe un bon moment ensemble. On travaille beaucoup cette convivialité. Et on a même une équipe dédiée convivialité et tous les moments de rencontres, de retrouvailles créer cette atmosphère où tout le monde y trouve beaucoup de plaisir. Et cette année particulièrement, c'est plus d'une quarantaine de nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints. Ben ça, c'est génial. Et moi, j'ai envie de demander à Nadine de nous rejoindre pour nous dire... Nadine Dumas, alors, vous faites partie de l'équipe du départ. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce son et lumière? Eh bien, je suis actrice déjà, on va dire ça, bénévole actrice. Je m'occupe aussi des sponsors, voilà. Donc Jérôme a la grande partie de contact direct avec toutes les maisons ou de cognac ou quoi que ce soit. Et je fais derrière les papiers, l'administratif lié à tout ceci. Les conventions, les reçus fiscaux, bon, voilà. Alors, combien de sponsors, en gros? Une petite centaine, on va dire. Ah, c'est pas mal. Voilà, oui. Je dis petite, mais c'est pas... Oui. On ne minorise pas la chose, loin de là. Parce que si on n'avait pas ces sponsors, en effet, on ne pourrait pas faire évoluer notre spectacle. Donc, on a absolument besoin, quelle que soit la façon dont les sponsors se positionnent et voilà, vous accompagnent. Oui, exactement. Bon, alors, vous faites quoi comme rôle, puisque vous faites... on va en parler tout à l'heure, il y a 10 tableaux qui nous racontent l'histoire du cognac, la fabuleuse histoire du cognac, c'est le titre. Qu'est-ce que vous faites dans ces tableaux? Eh bien, je commence en esclave, donc bon, c'est... Mais après, le rôle évolue, puisque j'arrive à la cour de François Ier en belle robe, donc là, déjà, il y a une prestation différente. Ensuite, eh bien, dans le tableau 2, je suis au niveau des Vendéens, lorsque les Vendéens arrivent dans la région, justement, pour reprendre les terres, suite au phylloxéra, les terres ne sont plus des terres à vignes, donc voilà. Et je termine en femme d'un certain âge, au moment de la guerre, où les hommes sont partis à la guerre, il n'y a plus personne pour travailler dans les vignes. Donc, ce sont les femmes, les enfants ou les personnes âgées qui viennent faire le travail. Voilà. Alors, puisque l'idée, c'est aussi le bénévolat, c'est ce qu'on disait, et l'engagement, vous, tout de suite, vous avez dit oui, vous ne le regrettez pas quelques années après. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, ça? Ah ben, le bénévolat, ça fait partie de nous, c'est le cœur, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une tellement belle expérience humaine à tous les niveaux. Parce que, bon, quand on a un chef de troupe comme Jérôme, franchement, on peut qu'être derrière, il n'y a pas de problème. Parce qu'il nous fait vivre des choses formidables. Je dis, il nous entraîne dans sa douce folie. Et nous, on le suit volontiers, parce que c'est une très, très belle aventure, franchement. Bon, alors on a bien senti de l'amitié, du partage et puis de la joie, un mini Puy du Fou finalement, parce que quand on écoute les équipes du Puy du Fou, c'est ça aussi, et puis depuis plusieurs générations. Maintenant, merci Nadine, on va revenir avec Jérôme Sourisseau et on va déambuler, Karine va nous guider. Alors ces tableaux, c'est quoi? Alors ces tableaux, en fait, l'idée c'est vraiment de façon assez juste historiquement, mais très ludique, très agréable, très pédagogique, de comprendre comment on arrive aujourd'hui à ce spiritueux vendu à quasiment 99% dans le monde et qui incarne si bien une certaine valeur, une idée de la France. Donc on commence à l'époque gallo-romaine parce que c'est l'empereur Probus qui donne des droits de plantation à la région et c'est là où on commence à avoir un vignoble significatif. Et puis évidemment, la région va être très perturbée après cette époque gallo-romaine par les invasions barbares. Donc on a tout un tableau extrêmement féerique de combats, de cracheurs de feu d'artifice, etc. Avec des compagnies de combat professionnelles et des compagnies équestres professionnelles. Ensuite, en avançant, on va avoir le passage d'Aliénor d'Aquitaine, puisque quand elle se marie au roi d'Angleterre, eh bien, elle ouvre tout d'un coup pour la région région Aquitaine dans laquelle nous sommes, le marché anglais pour ses vins venus de Charente. Ensuite, on va évidemment faire un clin d'œil sur l'apparition de la première distillation et donc la légende du chevalier de la Croix-Marron pour la deuxième distillation. Et à une époque aussi où François Ier devient roi de France, un roi de cognac, donc évidemment qui fait connaître aussi cette eau de vie
tout juste naissante, puisque la première barrique d'eau-de-vie de cognac référencée historiquement est vendue par un négociant à Bordeaux en 1517. Donc François Ier était juste roi de France. Et puis ensuite, évidemment, les guerres de religion, parce que ça va être extrêmement structurant pour la région. Beaucoup de protestants quittent la Charente, et quand ils quittent la Charente, ils font venir de l'eau-de-vie de cognac, et donc ils contribuent à propager ce commerce international qui est une des caractéristiques essentielles. Ensuite, après ces guerres de religion, eh bien, c'est l'arrivée de ces négociants irlandais, scandinaves, anglais, qui viennent ouvrir un bureau de négoce sur les quais de Cognac. Et donc là, on a un tableau qui reconstitue cette histoire-là du négociant qui arrive, qui cherche à acheter de l'eau-de-vie, qui en expédie, qui a déjà un peu le sens du commerce et qui caractérise aussi la région. C'est-à-dire qu'on a deux métiers. Il y a les négociants et il y a les viticulteurs. Ce sont deux familles et chacun a son métier, contrairement à d'autres régions viticoles. Ça fait partie de l'ADN. Et puis, on va parcourir ce XVIIIe siècle pour arriver aussi à la Révolution, où là, on a constaté le fait de distiller. Les cahiers de doléances de la région étaient un peu plus étoffés parce que finalement, les viticulteurs prenaient un peu plus le temps de lire et de s'ouvrir au monde parce qu'ils étaient coincés au pied de l'alambic 24 heures sur 24. Alors, il y a un certain nombre de thèses qui ont été écrites là-dessus. On en fait un clin d'œil. Arrive Napoléon, avec la légende de donner une rincée de cognac à la vieille garde pour lui donner du courage avant de monter. Et on va parcourir l'ensemble du 19e siècle, la crise du phylloxéra, évidemment, qui est catastrophique pour la région, comment la région renaît, la guerre 14-18, les années folles, l'apparition du Grand Marnier, l'apparition de la première machine à fabriquer des bouteilles, aussi fabriquées à cognac. Et puis, on termine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, voilà, on arrive à la fin du spectacle avec une ouverture sur le monde. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est que tous ces tableaux, donc pour que les auditeurs puissent comprendre, on a des scènes à ras devant le public, on a des scènes un peu plus éloignées, on a une scène qui est montée dans la Charente, où on fait marcher des chevaux sur la Charente. On a une chorégraphe et un metteur en scène qui nous accompagnent à la fois évidemment pour des danses qui sont réalisées par les bénévoles et qui ont appris les chorégraphies. Le metteur en scène qui accompagne tous les acteurs dans leur jeu et des compagnies qui nous accompagnent. Compagnie de chevaux de trait qui est située à Roulet en Charente, qui s'appelle Roulet à cheval. Une compagnie spécialisée dans la reconstitution historique avec les chevaux, ce sont les écuyers de l'histoire qui viennent de la Mayenne. Et une compagnie de combat qui s'appelle la compagnie Fortress et qui vient de Dordogne. Eh ben alors ça, c'est très, très complet. Merci beaucoup, Jérôme Sourisseau. Je voulais juste vous demander, vous dites qu'il y a des professionnels, que ce soit chorégraphes ou acteurs ou cascadeurs, puisqu'on parle de l'engagement des gens, comment est-ce que ça fait communauté tout ça avec les bénévoles de Bourg-Charentes? Alors, ce sont des professionnels, mais bénévoles. Voilà, en fait, le metteur en scène vient participer bénévolement, la chorégraphe également. On a notre réalisateur de film qu'on dédommage, puisqu'il y a beaucoup de matériel, et on dédommage. Et ensuite, que ce soit les écuyers de l'histoire ou que ce soit la compagnie de combat, ce sont des associations que l'on rémunère pour leurs prestations, mais au sein de l'association, ce sont des bénévoles qui participent. Donc en fait, quelque part, il faut bien qu'ils se dédommagent de l'entretien des chevaux, du déplacement, et donc c'est ça que nous dédommageons indirectement, mais derrière, finalement, il n'y a que des bénévoles. Bien, alors, on va demander à Karine, elle va nous pousser une porte. Où est-ce qu'on rentre là? Alors, on va entrer dans la salle au casque, qui est une des plus anciennes salles du château, qui a gardé encore son caractère médiéval. Et puis après, nous déambulerons un peu vers la Renaissance. Bien, alors allons-y Karine, ouvrez-nous cette grosse porte en bois. Alors attention pour les plus grands de ne pas se taper la tête. Donc on a un escalier à vis en pierre juste à colimaçon sur ma droite. Et là, vous allez entendre que ça résonne puisqu'on est dans cette pièce absolument magnifique avec une très belle cheminée. Qu'est-ce qu'on a sur la cheminée? Il y a un blason avec une fleur de lys. Oui, alors cette salle est nommée la salle au casque justement en raison de ce casque qui orne le manteau de la cheminée, cette cheminée monumentale que l'on doit au comte Jean de Valois, qui est le grand-père de François Ier. Et donc deux animaux qui ont du coup perdu la tête, mais vous avez un cygne sur la gauche et un ours sur la droite, qui tiennent dans leurs pattes le blason des Valois, orné de 3 fleurs de lys. Le bon comte Jean, merci beaucoup Karine. Je voudrais demander à Rodolphe Nouveau de me rejoindre ici, dans cette belle salle au casque, parce que Rodolphe, vous êtes le vice-président de cette association Histoire et Culture à Bourg-Charentes. Vous vous occupez de la partie technique, un peu décor, un peu aussi de la sécurité. Enfin, vous ne jouez pas. Non, moi je ne joue pas, je suis dans l'ombre, on va dire.
Et je fais tout ce qui est technique, électricité, artifice, la sécurité. Je suis aidé par Monsieur Chaumet, Jean-Luc, sur la sécurité. On gère aussi tout ce qui est, donc j'ai dit artifice, les jets d'eau, enfin toute l'installation qui permet de faire le spectacle. Alors vous, c'était votre travail, vous aviez déjà des connaissances, je suppose qu'on ne se met pas derrière une console pour envoyer, parce que vous êtes dans l'ombre, mais vous envoyez la lumière sur les autres. Comment ça se passe? Alors moi je suis dans l'ombre, j'envoie la lumière et je suis électricien de métier. D'accord, très bien. Et alors l'aventure, c'est la question que je pose à chacun et chacune de vous, du bénévolat et de ce son et lumière, à la suite de Jérôme Sourisseau, ça s'est fait comment? Alors ça s'est fait, on avait déjà entendu parler du projet. Et un matin, Jérôme, je ne veux pas dire qu'il a sonné à la porte, mais il est venu me voir, il m'a dit ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble, et puis l'électricité, ben voilà, tu gères. J'ai dit oui, mais enfin bon, c'était compliqué un petit peu au début, et puis c'est parti, et puis maintenant ça marche très bien. Je suis énormément aidé par Monsieur Laurent A, qui est un bénévole de l'association, qui a beaucoup de matériel, qui est notre artificier. Et on fait tout ce qui est montage et démontage, donc on travaille 2 semaines avant le spectacle à monter, à préparer le spectacle, et on y est au moins une bonne semaine encore après le spectacle pour tout démonter aussi. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi de la passion. Je suppose que vous faites ça en dehors de vos heures de travail, évidemment. Alors, j'ai la chance, mon entreprise est sponsor, donc je suis prêté par mon entreprise, et je prends aussi des jours de congé ou RTT pour pouvoir faire le spectacle aussi. Ah oui, vous êtes un membre sponsorisé vivant. C'est ça, voilà. D'accord, ben, c'est très bien. Votre engagement là, est-ce que ça vous a fait rencontrer d'autres gens? Est-ce que ça vous a fait toucher du doigt des choses que vous ne connaissiez pas, notamment dans la partie spectacle? Qu'est-ce que ça vous apporte finalement d'être bénévole à Bourg-Charentes? Alors, j'ai touché beaucoup de choses que je ne connaissais pas, à part l'électricité, les artifices, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et tout ce qui est intermittent du spectacle, c'est un monde complètement à part, et c'est très très intéressant. Et après, il y a toute la vie entre les bénévoles et qui là, c'est une chance inouïe, quoi. Bon, vous faites la fête entre vous, je suppose. Ça nous arrive. Bon, très bien. Alors à chaque fois, un bénévole engagé, Jérôme Sourisseau, un peu du château de Cognac. Je vais demander à Karine, peut-être on va, je ne sais pas, ce qu'il y a du monde qui visite en même temps que nous enregistrons l'émission. Donc on va peut-être rester là encore un tout petit peu. Je ne sais pas si on peut passer ou aller ailleurs où vous voulez nous emmener. Peu importe. Moi, j'avais sans doute plein de questions. Si je suis spectateur, je l'ai été. Hein, donc je peux dire que c'était magnifique, alors que le costume vous va très bien. Je crois bien que vous faites Henri IV, non? Et oui, cette année, dans un des mini-films, alors parce que moi j'ai fait du théâtre pendant 20 ans, je suis assez frustré de ne pas jouer, pour être tout à fait honnête, mais il faut bien un chef d'orchestre qui coordonne tout ça. Et donc, j'en profite de la réalisation des mini-films, pour le coup, pour intégrer ces équipes et puis d'avoir le plaisir de mettre des costumes et de jouer. Oui. D'accord, alors il y a des gradins, on est confortablement installé et on est très bien reçu. Avant qu'on passe, justement, on parlera de la billetterie, mais il y a autre chose avant le spectacle, puisque le spectacle a lieu à la nuit tombée. Je répète les dates, les 13, 14 et 15 juillet 2023. On peut manger avant, on peut déambuler dans le bourg de Bourg-Charentes, et ensuite, à la tombée de la nuit, alors on ne sait jamais trop à quelle heure la nuit tombe, mais le spectacle part. Tout à fait. Alors, cette année, il y a de nombreuses nouveautés, puisqu'il y a un village médiéval à partir de 18h sur la place du port, où on y trouve un coutelier, un brasseur qui vend de la bière, évidemment un commerçant, la maison de la Grande Champagne qui vend du cognac et du pinot, le syndicat de vin de pays charentais qui va tenir un stand, une personne qui fabrique des bijoux médiévaux, une personne qui fait avec un tour en bois, des objets en bois, quelqu'un qui fabrique des boucliers en bois. Il y a la vente de crêpes, de beignets, évidemment, de l'initiation au tir à l'arc à l'ancienne. Je suis sûr, malheureusement, que je vais en oublier. Il y aura même une écrivaine publique, voilà, qui pourra faire des poèmes sur le thème que l'on donne. Voilà. Bon, et je pense que je m'en ai malheureusement oublié, qu'il ne faudra pas qu'il m'en veuille. Et ensuite, donc on peut déambuler. Ensuite, il y a 4 formules de repas cette année. D'habitude, il n'y en avait qu'une. Là, on en a 4. Donc la première est le repas traditionnel sur la place.
organisé par la Maison du Passeur. Le deuxième, c'est le Carré des Chevaliers. C'est un espace privatif avec un apéritif dînatoire sur le bord de Charente, dans un coin un petit peu privilégié, très agréable. La troisième formule, c'est la Gabarre. Donc, on monte dans la Gabarre vers 19h30. On va faire un tour jusqu'au château de Saint-Brice. On revient, on prend l'apéritif et on dîne sur le bateau, puis spectacle. Et la quatrième formule, c'est là le dîner de gala à la Ribaudière. Ah oui. Repas à la Ribaudière, puis spectacle. Donc ça, ce sont les nouveautés de l'année d'avoir ces 4 formules. On a des étoiles dans les yeux. Merci. Karine, où allons-nous passer maintenant pour poursuivre notre émission? Alors, nous allons traverser la Sellerie royale et nous diriger vers la salle des États, à qui l'on doit la rénovation à François Ier en 1517. Alors allons-y, on vous suit. Et moi, puisque nous en étions à parler du spectacle, j'aimerais que l'on puisse parler de la billetterie avec Sandrine Coupry. Où elle est où, Sandrine? Voilà, Sandrine est là. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, on continue à avancer. Quel est votre rôle en tant que bénévole dans l'association et pour le spectacle? Alors, je suis la secrétaire d'association, donc répondre aux mails et faire toute la partie écrite dans les documents. Je joue, j'ai la chance de jouer dans le spectacle, plusieurs rôles, et je m'occupe aussi de la billetterie et la coordination du site internet également. Alors ça veut dire qu'on peut retenir en amont, comment on fait? Pour la billetterie, ah oui, alors cette année, il y a des petits changements en plus, même de gros changements, donc on peut effectivement, il y a plusieurs solutions. On peut par internet réserver nos places en ligne. On peut également aller les réserver chez des partenaires, donc à la Maison du Passeur à Bourg-Charentes ou dans les offices du tourisme de Grand Cognac, donc à Châteauneuf, Segonzac, Jarnac ou Cognac, et également à Auchan-Cognac. Alors la possibilité avec nos partenaires, c'est qu'ils vous impriment les billets, donc ça rassure certaines personnes. Ils prennent les chèques, le liquide qu'Internet ne prend pas, et pour Auchan, ils prennent même les cartes cadeaux et les chèques vacances. Voilà. Et puis cette année, la grande nouveauté, donc c'est tout le monde a accès, tous nos guichets au même site et les gens peuvent choisir leur place en tribune. Sachant que grande nouveauté aussi cette année, on a 3 catégories de places. Donc les places or, argent ou bronze. Voilà, en fonction. C'était une demande importante des spectateurs qui étaient venus les années précédentes. Ah oui, vous voulez pas être placé, j'arrive et je vais où il y a de la place. Eh bien, en fait, c'est surtout qu'on ne pouvait pas les placer comme ça. On était obligés, nos bénévoles qui placent, essayer de quand même placer avec un ordre pour pouvoir remplir et combler une tribune qui était déjà grande, qui s'agrandit encore cette année. Et du coup, c'était difficile à gérer pour les bénévoles, pour les spectateurs. Donc là, ça va faciliter les choses. Et quelque part, les premiers à avoir réservé auront vraiment choisi la place qu'ils le souhaitent et pourront y accéder le soir. Très bien, les premiers seront les premiers. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole et d'avoir intégré au tout début aussi, je crois, cette fabuleuse histoire? Ouais, alors moi j'ai intégré au tout début puisque j'ai reçu le texte de Jérôme Sourisseau par mail dans les premiers privilégiés. Il savait que j'aime beaucoup l'histoire. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est, je trouve, alors mes camarades l'ont dit tout à l'heure, vraiment le côté rencontre et notamment le fait que plusieurs générations se rencontrent. Moi, je suis enseignante dans le village en fait et je suis avec mes élèves dans le spectacle, avec des parents d'élèves. Je connaissais déjà beaucoup de gens dans le village, mais là, j'ai connu encore d'autres générations. Et c'est vrai que ce mélange de générations, ces rencontres, ces gens qui viennent de tout niveau social, de tous endroits. Alors au début, c'était très Bourg-Charentes, ça s'étend de plus en plus, mais ça reste vraiment très, très convivial. Après, sur l'investissement personnel, je crois qu'on a une satisfaction personnelle à bénévolement faire des choses qui... Voilà, on s'engage dans des missions difficiles, mais on est content, puis on est soutenu. Bon, voilà. Et alors, on n'a pas trop de temps, mais qu'est-ce que vous faites comme rôle, vous, puisque vous jouez? Je suis paysanne plusieurs fois, je suis aussi noble à la cour du roi de François Ier, donc avec de belles robes, une noble plus tard, plutôt au XVIIIe siècle, et je danse le Charleston aussi à la fin.
Ah ben c'est bien, Voilà. on va terminer là-dessus avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va vous souhaiter un très très bon moment. De bonnes ventes, Et de bonnes d'abord, ventes. et un bon spectacle. Ouais, c'est pour ça qu'on le passe aussi à la radio, parce que ça mérite. C'est pas facile de faire un son et lumière, hein, ça il faut le savoir. Mais donc on vous encourage. C'est la deuxième année qu'on fait une émission et ça nous fait très plaisir, surtout quand on a vu le spectacle, comme j'ai pu le voir l'année passée. Jérôme Souriceau, alors on est dans ce château royal de Cognac, Maison Otard, parce que vous avez tourné, que c'est ce que vous disiez au début ici. Alors comment ça s'est passé tout ça, et qu'est-ce que vous avez tourné? Qu'est-ce que ça apporte en plus d'avoir de l'image? Eh bien, ça permet d'aller chercher des choses que nous n'aurions pas pu reconstituer. Parce que même si on a 180 bénévoles, alors une des spécificités de ce spectacle, c'est que souvent, quand on va voir un son et lumière, en gros, on voit une époque. Si on va à Castillon-la-Bataille, si je prends un exemple d'un son lumière qui est pas très loin, on va être centré sur la guerre de 100 ans. Et donc, tout le monde a les mêmes costumes. Nous, dans le concept du spectacle, on parcourt 2000 ans. Donc, chaque bénévole a entre 4 et 5 rôles, 4 et 5 costumes. Donc, là, malheureusement, il n'y a pas de représentant de l'équipe costume, mais cette année, on a compté un peu plus de 800 costumes qui sont gérés, avec des tailles différentes, etc. Enfin, c'est quelque chose qui devient extrêmement lourd à porter et qui apporte évidemment beaucoup. Et le fait de réaliser des films, si je prends l'exemple de cette année, ou même de l'année dernière. L'année dernière, on a tourné un mariage à la veille de la guerre de 1914 dans l'église de Bourg-Charentes. Donc tout le monde en costume, donc on avait une centaine de personnes qui étaient dans l'église et qui reconstituaient ça. Cette année, on a reconstitué une bataille napoléonienne entre Français et Autrichiens. Donc on a été dans une clairière et on a pu reconstituer la bataille, prendre des images. Et donc on peut aller plus dans le détail que lorsqu'on est dans le spectacle où on enchaîne les tableaux, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On a également tourné cette année donc la reconstitution Château de Saint-Brice, j'en parlais. Donc on avait 80 personnes qui étaient de la cour du roi autour de Catherine de Médicis, une arrivée avec des chevaux. L'année dernière, on a aussi reconstitué une scène auprès d'un alambic pour incarner le chevalier de la Croix-Marron. Donc ça nous permet tout d'un coup de nous projeter dans vraiment l'univers, dans un univers différent. Et donc ça, pour le spectateur, c'est très varié, c'est-à-dire qu'il a sans arrêt, c'est aussi notre objectif, toujours quelque chose à regarder, toujours quelque chose qui le surprend. Et c'est pour ça que je dirais, avec un clin d'œil non un peu intéressé, il faut revenir, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues la première année, qu'on va voir la deuxième année. Donc il ne faut pas hésiter, même si on a apprécié, à revenir, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Le texte a évolué, évidemment. On a cette année une grande scène très particulière, puisqu'on va reconstituer l'arrivée de François Ier à Cognac en roi de France. Quand il revient pour la première fois, il est revenu avec une cour de 500 personnes. Donc tout d'un coup, on va avoir sur l'ensemble du site du spectacle à peu près 132 bénévoles habillés en personnes de la cour du roi. Et ces 132 personnes vont danser tous ensemble. Et donc, ça va donner un côté extrêmement magique entre les couleurs des uniformes, des costumes, qui se reflètent dans l'eau. Il y a des figurants devant les spectateurs, dans l'eau, au fond. Et il y en a partout. Ça fait partie des nouveautés. Bien, on vous sent passionné. C'est la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que bénévole ? Eh bien, je dirais, d'abord, une aventure humaine, ça a été souligné par mes amis. C'est vrai qu'on rencontre énormément de monde. C'est énormément de travail. Presque trop, faut bien le dire, en tout cas au moins pour le président, mais pour beaucoup d'autres aussi. Mais en fait, on est porté parce qu'il y a du plaisir de faire ensemble. Quand on est 180 bénévoles, c'est plus gros que beaucoup de communes de Charente. Et en fait, on a une commune à gérer spécifiquement, avec les personnes, avec leur tempérament, etc. Mais quand on est dans ce contexte, en fait, les tempéraments s'effacent un peu et tout le monde a le plaisir de faire ensemble. Et ça, c'est une richesse. Alors quand les gens me demandent « Oh, je ne sais pas si je peux m'engager, c'est peut-être trop prenant ». Non, c'est pas trop prenant, parce que chacun peut y aller comme il le souhaite. Beaucoup disent au début qu'ils vont y aller un tout petit peu, puis finalement, ils se piquent au jeu, ils en font plus, et heureusement. Et surtout, certes, c'est prenant, on va dire grosso modo, de la mi-mai à la mi-juillet. On a 2 mois intenses. Le reste de l'année, c'est pour ceux qui vont un peu plus loin, qui a une charge de travail. Mais j'invite vraiment tout le monde à venir, parce que quand on est là, ça coûte un peu le soir de ressortir, mais après, on oublie tout. Voilà, on a un peu de mal à sortir du canapé pour aller sur le bord de la Charente et monter. Et puis en fait, après, on passe un beau moment. On est content du spectacle. Et paradoxalement, vous voyez, pour moi, le meilleur moment, c'est le dimanche soir. Quand on a rangé, on fait toujours un grand moment convivial tous ensemble. Tout le monde est heureux du travail accompli. Et là, ce moment de bonheur, il est unique et il fait oublier tous les soucis du quotidien.
Eh ben, on va terminer par ça. On oublie tous les soucis du quotidien. Je rappelle les dates, les 13, 14 et 15 juillet 2023 à Bourg-Charentes. Merci à vous d'être venus nous parler de votre engagement de bénévole et encore du spectacle de cette année. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.